Geneviève Ferron, parce que j'imagine que, comme ça fait longtemps que vous êtes chez Veolia, peut-être que vous avez commencé à vous occuper des ressources humaines, des massages dans les bureaux, de faire en sorte que tout le monde soit bien, et c'est super. Donc on fait du développement durable comme, voilà, pour histoire de mettre ça dans le rapport annuel, et que ça a beaucoup changé depuis. Pour vous, est-ce que c'est un enjeu privé de marché économique pour demain? Est-ce que c'est un enjeu politique? Est-ce que c'est les deux? Et si c'est les deux, c'est quels deux? Question super facile. En 4 minutes. On y va. Mais d'abord, on n'a jamais été dans une... Enfin, on a été dans des périodes beaucoup plus troubles, mais on n'a jamais été dans un temps où le politique n'a jamais été aussi faible, Nathalie. Donc là, il faut s'y faire. On est dans une période où le politique est très faible, et c'est d'ailleurs un vrai problème. Cela étant, on a vu que par rapport à des crises extrêmement graves sur les déficits publics, il y a quand même eu un sursaut, comme si l'instinct de survie était engagé. Alors, est-ce que l'instinct de survie peut être engagé sur les questions, entre guillemets, écologiques au sens large du terme? Est-ce que c'est aux politiques de tout prendre? Je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut des règles, et souvent c'est par des réglementations, de la fiscalité, des subventions, que les marchés démarrent. Par exemple, dans le BTP, c'est bien parce qu'il y a eu le protocole de Kyoto qui a été signé, qu'il y a eu ce qu'on appelle la réglementation thermique, qui a fixé des seuils sur des bâtiments beaucoup moins énergivores, que le marché de la construction s'est mis en route. Sinon, il dormait profondément. Et il aurait continué à dormir profondément. Et c'est... Voilà, parce que simplement, pourquoi changer alors que les règles, dans la mesure où tout continue à bien aller pour nous. Et d'un autre côté, donc le politique doit quand même être relativement précis pour initier des règles incitatives et laisser le marché s'organiser. Il ne faut surtout pas qu'il étouffe toutes les initiatives. Les entreprises qui prennent le relais, les entreprises, ce n'est pas des instances démocratiques. Attention, c'est très dangereux d'imaginer que les entreprises peuvent à un moment se substituer à une décision politique claire. Il ne faut certainement pas titiller cette pente, si je puis dire. On a vu dans le domaine des banques... Vous alliez dire titiller Nicolas Sarkozy. Non, pas du tout. Non, mais je dirais non, il ne fallait pas aller vers cette pente-là. De dire non, il ne faut pas que les entreprises soient omniscientes, en toute puissance, et en décollement complet de la réalité et du terreau démocratique. Et donc, elle demande juste des règles claires. Et bien, c'est bien le problème, c'est qu'il n'y en a pas énormément dans le domaine de l'écologie, des règles claires. Et quand on dit que le business passe au vert, je suis assez d'accord avec vous, on n'a pas le choix. Là, si je reprends ma casquette d'écrivaine, écrivaine, ça fait veine. Oui. Effectivement, on n'a pas le choix, et on est même dos au mur, et le plus vite possible serait mieux. Mais on vit dans une époque où on est encore très carboné. C'est-à-dire que tout le monde parle des énergies alternatives, des énergies de substitution, des énergies vertes. En plus, on ne se rend pas compte que le pétrole, il ne sera jamais remplacé in extenso. Le pétrole, c'est une énergie magique, au sens où c'est une plasticité extraordinaire. On fait de tout avec le pétrole. Des engrais, on fait rouler les voitures, voler les avions, le shampoing, tout, c'est formidable. Maintenant, imaginez trouver une énergie qui remplira les mêmes fonctions que les énergies fossiles, parce qu'avec le charbon, on fait aussi beaucoup de choses. C'est un leurre. Donc il faut parler de mix énergétique. Et là, mix énergétique, eh bien, on voit que l'ancien monde, on va dire le monde fossile et le monde pas fossile, on est rentré dans cette plaque tectonique où ça s'affronte avec tout ce qu'il faut dans la dramaturgie, les anciens et les modernes, les gros lobbies qui ont beaucoup plus d'argent, parce que quand on parle des écologistes avec le lobby écologiste qui veut imposer sa vue, il faut vraiment savoir où est l'argent. Enfin, voilà, et c'est normal qu'il y ait des jeux de pouvoir, ça fait partie de la vie économique, et donc ça, il ne faut pas le refuser. Simplement, il faut se rendre compte quand même qu'il faut aller vite. Et que ce qui va manquer le plus, c'est pas le pétrole, c'est le temps. Et donc, un cadre politique le plus clair possible, mais l'énergie est un sujet de souveraineté politique nationale par excellence. Vous imaginez bien que tout le monde va essayer de pousser ses atouts stratégiques. Donc, qui le nucléaire, qui les biocarburants, qui le charbon, le pétrole. Et donc, on va être plutôt, à mon avis, dans le plus beau concours de l'épicerie que réellement dans ce que Dominique Nora, dans son très bon livre, appelle de ses voeux. Ça n'empêche pas les entrepreneurs sociaux au sens large, les entrepreneurs environnementaux, d'aller dans cette direction. Moi, je suis vraiment frappée de voir la pêche qu'il y a dans la Silicon Valley, mais même dans d'autres pays
sur ces technologies vertes. Et là, je reboucle sur ce que dit Michel, il a infiniment raison. Nous, Veolia, quand on est en contact, ce qu'on vend, c'est de l'accès aux services essentiels, c'est-à-dire l'énergie, la propreté, la mobilité, l'efficacité énergétique plutôt que l'énergie, et l'eau, l'accès à l'eau. Mais il est évident que des personnes qui n'ont déjà pas l'eau potable, qui n'ont même pas une station d'assainissement, on peut leur promettre la vie durable, mais toutes les fonctions d'intelligence incorporées, intégrées dans les technologies de l'information embarquées, mais il faut d'abord leur donner de l'eau, parce que c'est déjà le premier enjeu de dignité. Donc on doit tout faire en même temps. Et c'est ça qui est bien, parce que c'est plutôt stimulant qu'autre chose. Et puis ça tombe sur nous, on n'a pas le choix, donc on va y aller. Et vous êtes une femme, et je souligne votre sens. Oui, ça j'avais remarqué, je crois, tout le monde. Et je souligne votre sens remarquable de la discipline. Vous n'avez absolument pas dépassé vos 4 minutes. Moi, je suis extrêmement disciplinée. On vous dit 4 minutes, c'est 4 minutes. Mais vous allez dire une chose intéressante, après je pense que la salle va réagir, parce qu'il y a quand même des choses à dire sur... vous allez dire, en fait, le lobby, enfin les lobbies, le problème ne sont pas les écologistes, ce sont les énergies fossiles, c'est ça? Non, je veux dire... Enfin, c'est bébé, quoi. Non, je veux dire par là qu'il y a des lobbies qui sont très bien organisés et qui ont beaucoup d'argent. Il faut, voilà, et c'est beaucoup plus de ceux qui ont déjà la rente et qui ont, moi je ferais peut-être probablement comme eux, ils ont envie de la garder le plus longtemps possible, hein, parce que, enfin, je fais comme eux, c'est pour montrer ma grande ouverture d'esprit. Mais je veux dire, c'est quoi le lobby des panneaux solaires, le lobby de l'agriculture biologique? Est-ce qu'on se croit vraiment? Ils sont là, ils existent, ils disent des choses, mais il ne faut pas considérer qu'on a en face une force homogène alternative qui est unie et qui propose quelque chose qui est particulièrement urticant pour les premiers. Parce que vous avez très bien décrit le modèle d'écologie cléricale, fait de repentance, de contrition, qui fait fuir tout le monde comme la peste. Donc ça, il faut dépasser aussi ça. Et en fait, ce que je regrette, c'est que chacun prend un plaisir à ressembler à sa propre caricature. Voilà, il n'y en a plus de temps pour ça.